Voyons de quoi a l'air la réfraction pour trois cas de figure. Premier cas de figure à gauche ici, on a la lumière qui passe d'un petit indice de réfraction à un grand indice de réfraction. Dans ce cas-là, la lumière va se rapprocher de la normale. Alors, la normale, c'est la droite en pointillé que vous avez ici. Même logique que pour les miroirs, c'est-à-dire que c'est une droite qui passe par le point d'incidence, le point ici où est-ce que le rayon vient croiser, vient traverser la surface. Ça, c'est le point d'incidence. Où est-ce qu'il y a mon curseur? OK, ici. Ça, c'est le point d'incidence. Donc, si on trace une droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation et qui passe par le point d'incidence, c'est ça qu'on appelle la normale. C'est une ligne imaginaire, donc on la trace en traits pointillés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le rayon réfracté, le rayon qui traverse, il va se rapprocher de la normale. Donc, ici, le trait pointillé qui est ici, en fond, c'est la continuation du rayon initial. Ça veut dire si le rayon initial n'avait pas été dévié, il aurait suivi la ligne pointillée que vous voyez ici. Mais non, en réalité, il s'est rapproché de la normale. Donc, il a dévié vers sa droite. C'est-à-dire, c'est comme vers la gauche du schéma, mais si vous mettez dans la peau du rayon, puis que vous imaginez que vous avancez dans la direction du rayon, c'est comme si vous déviez vers votre droite. Et donc, en vous rapprochant de la normale. Fait que ça se produit quand vous allez vers un plus grand indice de réfraction. À l'inverse, si vous allez vers un milieu d'indice de réfraction plus faible, donc au départ, le rayon est dans un grand indice, puis ensuite, il se dirige vers un plus petit indice, mais là, c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que le rayon va s'éloigner de la normale. Donc, s'il avait juste continué selon sa direction initiale, il aurait suivi la ligne pointillée. Mais non, il va s'éloigner de la normale. Le truc que je vous donne, c'est le suivant. Le rayon va toujours être plus proche de la normale dans le milieu que le plus grand indice de réfraction. Ça, c'est la meilleure manière de s'en souvenir. Parce que quand on y pense comme ça, on n'a pas à retenir deux cas de figure. Il y a juste une règle. Le rayon est plus proche de la normale du côté où l'indice de réfraction est le plus grand. Donc, si on regarde, par exemple, le premier cas ici à gauche, l'indice de réfraction est plus grand pour le milieu du bas. Fait que c'est dans ce milieu-là que le rayon est le plus proche de la normale. Tandis qu'ici, il est plus loin de la normale. Donc, le rayon est toujours plus loin de la normale dans le milieu que le plus petit indice de réfraction. Et la même règle s'applique en fait pour le deuxième schéma. Donc, la règle, comme j'ai dit, c'est le rayon est toujours plus proche de la normale dans le milieu qui a un plus grand indice. Fait que le milieu qui a un plus grand indice, c'est lui. Fait que c'est ce rayon-là qui est plus proche de la normale. Celui-là, il est plus loin de la normale. En dernier lieu, si on suppose que les deux milieux ont exactement le même indice de réfraction, ben là, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de vitesse de la lumière, donc il n'y aura pas de changement d'orientation. C'est comme si votre skate, il roule en oblique, mais qu'il fait juste comme continuer sur le ciment. Ben, s'il fait juste continuer sur le ciment, puis qu'il n'y a pas de surface où est-ce qu'il doit changer de milieu, ben, il va juste continuer tout droit. Fait que c'est la même chose pour la lumière. C'est que elle, même si c'est deux milieux différents, si on a le même indice de réfraction pour la lumière, il n'y a aucune différence. Elle ne voit pas la différence, elle va juste continuer tout droit. Elle ne sera pas déviée. Donc pour elle, c'est comme si c'était un seul milieu. Une chose intéressante qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on a deux objets, justement, qui ont exactement le même indice de réfraction, vu que pour la lumière, il n'y a aucune différence, la lumière ne va pas dévier, comme on l'a dit, donc l'œil humain ne sera même pas capable de voir qu'il y a deux milieux, en fait. Donc ici, en fait, ce que vous voyez, c'est un compte-gouttes qui se trouve dans un bécher. Et dans ces deux béchers, on a mis des liquides différents. Les deux liquides sont transparents. À gauche, c'est de l'huile minérale. Et à droite, j'imagine que c'est de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'huile minérale, qui est dans le bécher de gauche, a exactement le même indice de réfraction que le verre qui compte le pyrex, dans le fond, dont est constitué le compte-gouttes. Fait que, oui, le pyrex et l'huile minérale, c'est deux matériaux très différents, mais
Pour la lumière, il n'y a pas de différence. C'est le même indice de réfraction, elle va juste comme passer tout droit, comme si de rien n'était. Fait que ça fait en sorte que le compte-gouttes il est complètement invisible dans l'huile minérale. Alors que s'il est plongé, par exemple, dans l'eau, ben là, l'indice de réfraction du Pyrex, c'est l'eau est différente, et donc il va se produire une réfraction à la surface de séparation de ces deux milieux-là, et c'est ça qui nous permet de distinguer la forme du compte-gouttes dans ce milieu-là. Donc même si les milieux sont transparents, la réfraction qui va se produire va nous permettre de le distinguer dans ce cas-ci. Donc là, on a vu que quand la lumière change de milieu de propagation, elle va dévier. Mais là, on va aller un peu plus en détail, un peu plus en profondeur là-dedans. On va voir comment calculer exactement l'angle que va dévier le rayon lumineux. Pour ça, on va utiliser la loi de la réfraction, qu'on appelle aussi la loi de Snell-Descartes. Donc ça, c'est une équation mathématique qui relie l'angle d'incidence, l'angle de réfraction et les deux indices de réfraction. On va commencer par définir les termes. Supposons que l'objet, c'est le poisson que vous avez ici, qui se trouve dans l'eau, et ce poisson est observé par une personne, un observateur, qui se trouve ici dans l'air. Alors, le rayon incident, il va partir du poisson, et il va dévier au moment où il va arriver à la surface de séparation, et il va finir dans l'œil de l'observateur, qui va lui permettre de le voir. L'angle que fait, donc d'abord, ce rayon-là ici, donc entre l'objet et la surface de séparation, on l'appelle le rayon incident. C'est-à-dire c'est le rayon qui s'apprête à traverser la surface de séparation. Celui qui traverse de l'autre côté, on l'appelle le rayon réfracté, puisque justement, il a été réfracté, il a été plié, il a dévié. Alors le rayon réfracté, c'est lui qui a traversé la surface de séparation. Donc c'est le rayon qu'on observe après avoir traversé la surface. Maintenant, l'angle qu'on a entre le rayon incident et la normale, on l'appelle l'angle d'incidence, on va l'appeler θ1. Et l'angle qu'on a entre le rayon réfracté et la normale, on l'appelle l'angle de réfraction, on va l'appeler θ2. Lorsque le rayon a dévié, ces deux angles-là ne vont pas être égaux. Ici, lequel des deux est plus grand? Repensez à la discussion qu'on avait faite ici. L'angle est plus grand du côté de l'indice qui est plus faible. Donc ici, du côté de l'air. Donc θ2 est plus grand que θ1. Autrement dit, l'angle est toujours plus petit du côté où l'indice de réfraction est le plus élevé. Alors ici, c'est l'eau. Une chose importante, les angles θ1 et θ2 doivent être absolument mesurés par rapport à la normale. Et non pas par rapport à la surface. Il ne faut pas mesurer les angles par rapport à la surface, comme ceci. Pourquoi? Bien en fait, si vous utilisez les angles par rapport à la surface, la loi de la réfraction ne fonctionne pas, tout simplement. Elle ne vous donnera pas les bons résultats. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de la réfraction? N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Donc, N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. θ1, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. N2, l'indice de réfraction du deuxième milieu. Et θ2, c'est l'angle entre le rayon réfracté et la normale.